Le journal de 8h est présenté par David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Allez, toute l'actualité du jour avec vous. Vous serez nombreux sur les routes aujourd'hui, vous y êtes peut-être déjà. Soyez prudents, il fait beau, c'est le week-end de l'Ascension, alors allez-y doucement. L'occasion aussi de vous parler d'une disparition. Les bornes SOS Orange sur l'autoroute, il y en a de moins en moins, vous avez remarqué. Vous saurez pourquoi dès le début de ce journal. Sauver l'industrie française, est-ce mission impossible pour l'État? Nicolas Sarkozy et François Hollande se sont fracassés sur le dossier Florange. Le boulet d'Emmanuel Macron s'appelle Whirlpool. Le repreneur de l'usine d'Amiens a été placé en redressement judiciaire. L'insoumis François Ruffin met directement en cause le président. Et puis Clairefontaine est surpeuplée. 3 équipes y cohabitent en ce moment, les filles, les garçons et les espoirs. Sacrée logistique, Europe 1 vous invite dans les coulisses à la fin de cette édition. 8h12, le procureur américain Mueller a parlé des soupçons mais pas de preuves. Donald Trump dit affaire classée, l'analyse de Vincent Herouette. 8h15, Audrey Caspo-Mara reçoit Gilles Boyer, ancien conseiller d'Édouard Philippe. Il vient d'être élu député européen. Europe 1. Week-end prolongé de l'Ascension, beau temps en perspective, vous serez nombreux sur les routes aujourd'hui, vous y êtes déjà sans doute. Avez-vous remarqué un changement dans le paysage? Les bornes SOS Orange sur la bande d'arrêt d'urgence, elles disparaissent, il y en avait 7000 en 2011, moins de 3000 aujourd'hui, et cela va continuer ainsi. Marguerite Lefebvre nous explique pourquoi. Lorsqu'elles tombent en panne, on les recouvre sobrement d'une bâche orange en attendant de les enlever définitivement. Trop cher à entretenir et trop peu utilisées, ces bornes SOS qui jalonnaient le bord des routes disparaissent peu à peu, victimes du téléphone portable, premier recours en cas de panne. J'utilise mon téléphone portable, c'est tout, mon seul réflexe. Mon premier réflexe maintenant, c'est de prendre mon téléphone et de regarder quels sont les numéros que je peux appeler. Est-ce que vous avez déjà eu besoin d'appeler à une de ces bornes? J'en ai jamais eu d'usage. Grâce au portable, les automobilistes peuvent donner l'alerte. Des applications spéciales ont même vu le jour. C'est le cas d'SOS Autoroute par exemple, qui permet en un clic d'appeler les secours. Les portables sont une alternative, mais ce n'est pas suffisant pour Pierre Chasseret, le directeur général de 40 millions d'automobilistes. Il faut arrêter de penser que systématiquement on est équipé d'un téléphone mobile. Il y a aussi des zones où on n'est pas couvert. Et puis le principe de la panne, c'est que quelquefois on ne choisit pas forcément le moment où ça nous arrive, et ça peut aussi arriver quand notre téléphone portable est déchargé. Un débat qui dans quelques années pourrait être obsolète, car tous les nouveaux véhicules sont désormais équipés d'un système d'appel d'urgence embarqué, un bouton installé dans l'habitacle et qui permet de prévenir les secours. C'est une obligation européenne depuis l'an dernier. Marguerite Lefebvre pour Europe 1. Le repreneur de l'usine Whirlpool d'Amiens placé en redressement judiciaire. L'État ne peut pas tout, avait dit Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre socialiste. Avait-il raison? C'est le sentiment que donne la succession de mauvaises nouvelles sur le front industriel. Ascoval, Ford Blanquefort, General Electric, et puis le boulet d'Emmanuel Macron, l'ancienne usine Whirlpool d'Amiens, le moment clé de l'entre-deux tours en 2017. Et aujourd'hui, ce placement en redressement judiciaire, c'est souvent ce qui arrive quand le carnet de commandes est vide. L'insoumis François Ruffin, originaire d'Amiens comme le président, met directement en cause Emmanuel Macron. On l'écoute. On a écrit il y a plus de 6 mois des courriers à l'Élysée pour dire rien ne sort de cette entreprise. Les 180 salariés se retrouvent à faire du jardinage et du nettoyage parce qu'il n'y a rien à produire. Donc maintenant, ce que je demande, c'est que Emmanuel Macron, chef de l'État, remette son gilet jaune, comme il l'avait fait à l'époque, qui reviennent sur le parking de Whirlpool et qui s'expliquent auprès des salariés et qui leur disent quel est leur avenir. Est-ce que c'est un avenir industriel? Est-ce qu'il va y avoir des fonds mis pour le reclassement? Qu'est-ce que c'est? Mais je veux qu'Emmanuel Macron revienne pour s'expliquer. Le député François Ruffin qui demande aussi que l'État mette de l'argent sur la table. Le chef du service France d'Europe 1 nous a rejoint. Bonjour Emmanuel Dutheil. Bonjour. Alors c'est ça la solution magique, Emmanuel, injecter de l'argent public? Assurément non, Si c'était le cas, ce serait presque un petit peu trop facile. En économie, il y a un principe extrêmement simple. Une entreprise fonctionne quand elle a des clients et qu'elle arrive à vendre ses produits à des tarifs corrects. Mais voilà, dans le cas du repreneur de Whirlpool, c'est tout le problème. Ces projets sont, semble-t-il, restés un peu trop à l'état de projet. Il n'y a pas vraiment de chiffre d'affaires et l'entreprise n'a plus les moyens de payer les 162 salariés. Donc argent public ou pas, ça ne changerait pas grand-chose. Et c'est dans ce cas-là où le volontarisme politique ne suffit pas. Surtout que pour sauver des entreprises et sauver au passage son image, le gouvernement opte parfois pour des repreneurs qui ne sont pas assez solides. C'est exactement le même problème avec British Steel en ce moment chez Ascoval. Le gouvernement le reconnaît, les repreneurs ne se bousculaient pas, on a donc fait avec ce que l'on avait. Mais ces tentatives de sauvetage sont assumées. Un ministre bien au courant de ces dossiers me disait récemment « Je préfère me battre et perdre plutôt que de perdre sans m'être battu ». Emmanuel Dutheil, le chef du service France d'Europe 1. Merci à vous Emmanuel. Vous revenez Emmanuel avant 9h?
Si vous me réinvitez, je reviens. Évidemment. Nicolas Canteloup vous attend. Depuis hier, vous n'arrêtez pas. Le procès du premier Balance ton port s'est tenu hier. Oui, Sandra Muller avait lancé le hashtag ou mot dièse en accusant l'ancien patron de la chaîne Equidia de harcèlement sexuel. Ce dernier, Éric Brion, l'a attaqué en diffamation. C'est donc elle qui était l'accusée hier. Les juges rendront leur décision en septembre prochain. Le temps de peser les arguments énoncés lors d'une audience très tendue. Théo Manval. Quand je vous écoute, je me dis que vous êtes vieille, que vous n'avez pas vu que le monde a changé. Francis Spinner, l'avocate Sandra Muller, répond ainsi à la plaidoirie de sa consoeur défendant Éric Brion. Consoeur qui vient de passer une heure à dépeindre en menteuse, en usurpatrice de la cause des femmes, l'instigatrice de Balance ton port. Car pour maître Marie Burgu-Buru, les propos dénoncés, des avances grossières lors d'une soirée arrosée, ne relèvent pas du harcèlement. Si le nouveau monde, c'est un monde où on n'a plus le droit de draguer, où on n'a plus le droit de se faire draguer, moi je demande le retour à l'ancien monde. Je ne pense pas être la seule à réclamer ce retour. Au deuxième rang dans la salle, Sandra Muller lève les yeux au ciel, écoute Éric Brion raconter à la barre sa descente aux enfers après avoir été dépeint comme le premier porc, mais elle ne renie rien à la sortie de l'audience. Quand on est une femme, avoir des paroles déplacées, il faut se taire et il ne faut pas le dire parce que si vous le dites, vous êtes attaqué en justice. Alors excusez-moi, j'ai juste parlé et je pense que d'autres femmes, d'autres hommes de France ou de Navarre ont besoin aussi de pousser un cri de colère comme le mien. Éric Brion lui réclame toujours 50 000 € de dédommagement. Le jugement sera rendu le 25 septembre prochain. Théo Manval pour Europe 1. Il est passé aux aveux. Le principal suspect de l'attentat de Lyon a reconnu lors de sa garde à vue avoir conçu le colis piégé. Et selon les informations du service police-justice d'Europe 1, il a évoqué son soutien à Daesh devant les enquêteurs. Cet homme de 24 ans et de nationalité algérienne, l'explosion avait causé des blessures légères pour 13 personnes. Marine Le Pen parviendra-t-elle à bâtir un groupe d'eurosceptiques puissant au Parlement européen? C'est son objectif et c'était le but de son déplacement à Bruxelles hier. Explication de notre correspondante Isabelle Horry. Incontestablement, le Rassemblement national et ses alliés européens ont franchi un palier. Il y a 5 ans, Marine Le Pen avait 24 eurodéputés, mais elle était isolée. Il lui avait fallu plus d'une année pour parvenir à former un groupe de 37 élus. Cette fois, au lendemain de l'élection, le RN a remporté 2 sièges de moins, mais il table déjà au minimum sur un groupe de 76 eurodéputés venus de 10 pays différents. Si ça se confirme, ce groupe pourrait se hisser au rang de 4e formation à Strasbourg, devant les Verts. Plus un groupe est important, plus le Parlement lui accorde des moyens financiers et humains et plus son temps de parole est conséquent. En théorie, le RN devrait donc avoir plus d'influence. Avec ses alliés, il espère jouer un rôle d'arbitre en s'alliant à la droite classique sur certains textes. Mais il y a quelques bémols. Déjà cette fois, la plus grosse délégation nationale, ce sont les Italiens. 28 élus, ce sont eux qui fixeront la ligne politique. Et puis les autres partis européens s'étaient alliés lors de la législature précédente. Ils avaient bloqué l'accès de la droite nationaliste au poste de pouvoir dans l'Assemblée. Un cordon sanitaire très probable cette fois encore. La correspondante d'Europe 1 à Bruxelles, Isabelle Horry. L'affaire porte sur plus de 200 000 cachets pour un bénéfice de 10 millions d'euros. Oui, un vaste trafic de Subutex entre la France et l'Ukraine via la Pologne vient d'être démantelé. Le Subutex, c'est un médicament de substitution à l'héroïne. Normalement, les médecins s'en servent pour sevrer leurs patients. Mais là, 10 suspects ont été interpellés, dont 4 dans la région de Marseille, mis en examen et écroués. Ils sont soupçonnés d'avoir écoulé 7 à 10 000 pilules par mois au marché noir. Guillaume Bier. Pour les dealers, la France, c'est l'Eldorado du Subutex. Considéré chez nous comme un médicament pour se sevrer de l'héroïne, il est très recherché en Europe de l'Est et du Nord où il est classé comme une drogue. Les trafiquants marseillais l'avaient bien compris. Grâce à des faux documents, ils obtenaient gratuitement du Subutex, explique la commissaire Bois, adjointe au chef de l'Office de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. Tout médecin peut le prescrire. Il s'agit d'ordonnances sécurisées mais qui malheureusement sont souvent falsifiées. Il est pris en charge à 100% par la sécurité sociale pour les titulaires de la CMU ou de l'AME. Donc pour le trafiquant, finalement, c'est un bénéfice assuré. Trafiquer du Subutex, c'est à faible coût, c'est un profit énorme assuré assez rapidement. En plus, on est sur un produit de qualité et tout ça, finalement, pour un faible risque en termes pénal. Car les peines encourues sont bien plus faibles que pour le trafic de drogue. En revanche, les dealers empochent un maximum de profit. Acheter 2 € en France, le cachet de Subutex peut se revendre 30 à 100 fois plus cher en Europe. Quant au préjudice pour la sécurité sociale, dans cette affaire, il est estimé à 500 000 €. Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1.
Clairefontaine, le camp de base des Bleus est surpeuplé en ce moyen du monde. Eh oui, les filles préparent la Coupe du Monde, les garçons ont un match amical contre la Bolivie le 2 juin et les espoirs s'entraînent pour l'Euro 2019. Résultat, c'est un peu le camping, les coulisses avec Cyril de la Morinerie. Il y a embouteillage à Clairefontaine, à tel point que les joueuses ont dû déménager en pleine préparation pour le mondial. Les Bleus au féminin ont quitté le château réservé aux garçons pour s'installer au domaine de la voisine juste à côté. Les espoirs ont pu rester dans leur bâtiment. Il faut aussi se partager les terrains d'entraînement. Les jardiniers redoublent d'efforts pour que la pelouse soit impeccable. Mais c'est à la laverie que ça s'annonce très compliqué. Short, maillot, chaussettes pour 3 sélections à laver tous les jours. Il a fallu s'organiser, explique Christophe Bell, responsable d'exploitation. On a investi dans des appareils au niveau de la laverie afin de pouvoir faire tourner le linge des 3 sélections en même temps. Ça nécessite aussi du personnel en plus, puisque les 3 sélections vont souvent s'entraîner au même moment. Difficulté logistique donc, mais joie aussi de tous se retrouver, confirme Didier Deschamps. C'est un plaisir, voilà, c'est une opportunité. Bien évidemment, elles sont dans la préparation pour faire la plus belle Coupe du Monde possible. Et pour la première fois, hier soir, un repas en commun a été organisé entre les 3 sélections. Après le dîner, joueuses comme joueurs ont regardé ensemble la finale de la Ligue Europa. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Et je conclue avec un résultat de football qui nous intéresse, nous Français. La finale de l'Europa League. Chelsea a écrasé Arsenal 4-1. Et conséquence, Nikos, d'un jeu de chaises musicales dont je vous passe les détails. J'ai compris. Et que je ne maîtrise pas, en fait, pour être parfaitement honnête. L'Olympique Lyonnais, l'Olympique Lyonnais est qualifié directement pour le premier tour de la Ligue des Champions, et ce, sans passer par les tours préliminaires. Vous êtes bon en foot, hein? Oui. Enfin, je suis meilleur sur le terrain que dans le commentaire. Bravo, c'est un métier, vous avez raison. Je ne l'ai pas non plus. Merci beaucoup, c'était le journal de David Decamp.